Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la série La nouvelle réalité des quincailleries. C'est une initiative du Collège de l'ACMAT avec le soutien de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec. La présentation d'aujourd'hui s'intitule « Pour faire grandir son entreprise avec profit et sérénité ». Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Audrey Dagenet, directrice des partenariats à l'ACMAT, et je serai votre modératrice pour le webinaire. L'occasion m'est donnée de vous annoncer que l'ACMAT met sur pied un tout nouveau département pour que les membres utilisent plus et utilisent mieux les services et les produits d'entreprises partenaires triés sur le volet. Et c'est à moi que revient l'honneur de piloter cette direction des partenariats à l'ACMAT. L'ACMAT vous propose 3 objectifs pour la séance d'aujourd'hui. D'abord, la nécessité de s'actualiser pour mieux grandir, puis le besoin de croître à l'ère des consolidations et les risques de ne pas le faire, et finalement, la pertinence d'une stratégie face à des chaînes d'approvisionnement mondiales mises à l'épreuve. Sans plus attendre, je vous introduis à notre premier de nos 2 experts. Il travaille principalement avec les PME. Il apporte des conseils notamment sur l'optimisation fiscale, sur l'achat et la vente de sociétés, mais aussi sur l'évaluation et le financement des projets d'acquisition. Il va débuter sa présentation sur la transformation numérique. Je cède donc la parole à M. Alain Tremblay. Il est associé en certification chez Raymond Chabot Grant Thornton. Ils font d'ailleurs partie des partenaires de l'ACMAT. Merci Mme Dagenet de l'introduction. C'est gentil. Merci de l'invitation. On va passer tout de suite à introduire la notion de planification en termes de virage numérique. Puis on trouvait important de vous partager, dans le fond, l'information de où on est rendu présentement au Québec dans notre virage numérique au niveau des entreprises. Puis on a sorti quelques statistiques, on va aller dans le concret par la suite sur qu'est-ce qu'on fait, puis en termes de croissance pour optimiser la valorisation de nos entreprises, puis surtout également pour pouvoir bouger dans le temps, innover, puis pouvoir évidemment optimiser la possibilité, soit qu'on fait en mode acquisition, mais également ceux qui sont en mode vente également, comment accroître la valorisation de notre entreprise. Donc, je vous soulève quelques statistiques intéressantes. Donc, 26 % c'est la proportion des entreprises, évidemment au Québec, étant considérées comme ayant une maturité numérique élevée. Donc, il faut dire qu'on a 75 % des entreprises qui ne sont pas à ce niveau-là. Et parmi nos entreprises, évidemment, qui ont un niveau élevé en termes de maturité numérique, donc 62 % d'entre elles sont plus susceptibles d'avoir enregistré une croissance élevée des ventes au cours des 3 dernières années. Et encore mieux, 52 % évidemment sont susceptibles d'avoir connu une croissance élevée de leurs bénéfices au cours des 3 dernières années. Donc évidemment, ce qu'on vient de démontrer ici, c'est que tous ceux qui ont fait un virage numérique au niveau de leur entreprise, évidemment, vous allez me dire, la pandémie est arrivée, mais évidemment, a favorisé l'optimisation en termes de rentabilité et de croissance. 70 % d'entre elles également sont plus susceptibles d'exporter et 329 % sont plus susceptibles d'avoir mis au point ou lancé une innovation au cours des 3 dernières années. Donc, on était capable d'innover, de se lancer dans d'autres produits ou évidemment de se diversifier. Au niveau du risque de perturbation, où est-ce qu'on en est? Donc, 25 % des entreprises ayant une maturité numérique peu élevée verront leurs revenus diminuer au cours des 3 prochaines années. Et on vous dirait qu'on a réalisé dans nos statistiques, évidemment, la pandémie a évidemment creusé notre écart par rapport à ces entreprises-là. Donc, les entreprises qui n'ont pas su innover ou qui n'innovent pas, mais évidemment, on voit un écart se creuser, d'où l'importance de lancer et de passer un virage numérique le plus rapidement possible. Comment ça se transpose un virage numérique? C'est quoi? Donc, évidemment, en concret, c'est important de vous positionner, de dire en termes de réflexion de virage numérique. Parce que pour certains d'entre vous, vous direz, bien, virage numérique, je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Puis avant de rentrer dans la démarche, on parle également autant de changer vers des virages, être en info nuagique, être avec, évidemment, du commerce électronique, du commerce en ligne. Mais on parle également de l'automatisation de nos processus. Évidemment, le sujet de l'heure, c'est la rareté de personnel, la rareté de main-d'œuvre, ou la main-d'œuvre qui ne veut plus travailler les heures que certains travaillaient avant, des nouvelles réalités de télétravail. Donc, on doit s'adapter à différents niveaux. Donc, que ce soit par l'automatisation de nos processus, que ce soit évidemment par l'intégration des ventes en ligne de nos produits et de nos services, que ce soit de développer des nouveaux services également ou offres par rapport à nos clients.
potentiel, de revoir notre positionnement, d'optimiser nos pieds carrés en termes de vente, en termes de produits. Donc, ce sont des éléments ou des exemples, évidemment, d'éléments qu'on va voir et qu'on va regarder. Ce matin, j'étais avec un détaillant, puis on était en train justement de regarder l'optimisation avec le système des ventes au pied carré par période, parce qu'il y avait des périodes qui étaient plus profondes, plus performantes dans certaines périodes. Donc, maintenant, l'intelligence d'affaires de nos systèmes, s'ils sont développés, nous permettent évidemment d'optimiser nos ventes au pied carré, accroître la rentabilité puis le mouvement, évidemment, au niveau de l'inventaire et optimiser la liquidité dans les entreprises. Donc, je reviens à mon parcours de transformation numérique. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est évidemment de regarder notre positionnement. Hein? Que voulons-nous? C'est quoi qu'on veut en termes d'entreprise? Qu'avons-nous? Qu'avons-nous, c'est un peu le portrait de l'image. Hein? C'est l'indice qu'on se fait au niveau de notre modèle global, où est-ce qu'on en est positionné, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est dans le marché ou est-ce qu'on est en avance. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on veut changer. Donc ça, c'est l'élément qui est important de regarder avec notre indice de maturité globale, le IMG, de dire, bon, ben, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, après ça, il vient le temps de dire, ben, qu'est-ce qu'on choisit, puis évidemment, passer à l'action, c'est-à-dire de changer. Donc, tout le temps, quand on parle de virage numérique, le plus grande erreur souvent qu'on fait ou qu'on voit dans les implantations, c'est que les gens disent, bon, on va changer tel système et on va le changer, et on va tout de suite au résultat, sans nécessairement prendre la connaissance, l'analyse détaillée, faire la bonne sélection de système et mettre en œuvre le système de façon importante. Encore une fois, un exemple, je discutais avec un client dans le domaine du détail également. Ils ont déployé un système rapidement, pensant que leur ami leur avait dit, ben moi j'ai déployé ce système-là, ça devrait fonctionner dans mon secteur. Mais eux, dans leur contexte, ils ont réalisé, après tout, que tout le volet de système d'approvisionnement, ils l'avaient sous-évalué. Et le système qu'ils ont déployé, ils se sont retrouvés avec un système qui n'était pas à la hauteur de leurs attentes au niveau du déploiement de l'approvisionnement. Donc, ils sont à recommencer un système. Donc, l'entreprise en question a dit, ben, on ne voulait pas investir parce qu'on pensait que la bonne solution, c'était celle-là tout de suite, mais on ne prend pas assez le temps d'analyser et de documenter notre structure, l'approche auquel on veut et surtout les points forts qu'on veut déployer et qu'on veut optimiser. Donc, sous-estimez pas ce volet-là dans l'approche en tant que telle. Quand on parle d'approche, bien évidemment, on va parler de planification stratégique. Quand on parle de réflexion, un des éléments qui est important dans la réflexion, c'est évidemment de dire où on en est présentement. Hein? Prendre le temps de faire le diagnostic de nos forces, faiblesses, opportunités, menaces, hein? Les besoins et attentes de nos clients, les enjeux stratégiques de notre entreprise. Où on en est, puis comment on se positionne également face à nos concurrents. Face à nos concurrents qui peut-être, eux, ne suivent pas la tendance. Et qu'est-ce qui peut m'amener à optimiser mon entreprise de manière à pouvoir faire des acquisitions, faire de la croissance, d'aller chercher de la rentabilité supplémentaire. Donc, on amène à dire où voulons-nous aller, l'étape 2. Donc, nos décisions stratégiques, hein, définir notre destination stratégique ambitieuse et réalisable. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs? Puis par la suite, on va mettre en place un plan d'action. Comment qu'on veut s'y rendre? Déterminer les moyens. Puis se faire un plan concret, avec qui sont les acteurs qui vont être responsables de chacune de ces actions-là, d'y mettre des indicateurs puis des échéanciers. Certains d'entre vous dire, ben, quand on est dans un processus de vente ou dans un processus d'acquisition, en achat-vente d'entreprise, des fois, ma vente d'entreprise peut avoir lieu avec la relève, des fois avec des acquéreurs externes, ou de l'autre côté, je me positionne dans un contexte que c'est nous l'acquéreur, je veux faire des acquisitions au niveau des entreprises. Donc, évidemment, on doit se positionner pour dire qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos cibles, quels sont nos enjeux de liquidité, le financement, on va parler dans quelques minutes. Évidemment, par la suite, c'est toute la question de l'accompagnement. J'arrive au volet financier, la planification financière et fiscale, qui est un des enjeux importants au niveau des scénarios qu'on doit établir à l'intérieur de notre planification d'acquisition. Donc, si on veut se positionner en termes
d'acquéreur en termes de croissance, ou si même je veux préparer ma propre relève, que ce soit de la relève interne ou que ce soit, évidemment, je veux vendre, je veux complètement céder. Je n'ai pas bâti de relève avec le temps ou je n'ai pas de relève, mais je veux vendre à peut-être des concurrents ou au contraire, je veux procéder à des acquisitions. Mais pour faire ça, évidemment, il faut commencer la préparation. Quand on commence la préparation, bien, c'est tous les enjeux de dire est-ce que ma fiscalité et ma finance, elle a été revue dans les dernières années? Et pourquoi qu'on en parle? C'est qu'évidemment, on parle toujours d'exemption de gain capital. Est-ce que je veux avoir l'exemption de gain capital? On soulève ici le projet de loi 208. Présentement, le projet de loi 208 amène la possibilité, le gouvernement fédéral a ouvert la porte à pouvoir avoir l'exemption de gain capital si on vend des membres de notre famille, ce qui n'était pas possible par le passé, évidemment. Donc, j'étais favorisé fiscalement de vendre à un étranger que de vendre à des membres de la famille. Maintenant, le projet de loi 208, bien qu'il n'est pas entériné encore, mais évidemment, il est déposé à la Chambre. Donc, en principe, c'est un projet de loi qu'on devrait voir passer dans les prochains mois. Donc, il va favoriser, évidemment, le transfert familial dans le cadre des relèves d'entreprise, des ventes d'entreprise. C'est effectivement très intéressant à ce niveau-là. On sait que, en fait, la semaine prochaine, on aura aussi un webinaire où est-ce qu'on va explorer un peu plus justement au niveau de la relève entrepreneuriale et donc on aura des experts aussi qui vont nous parler de relève au sein de la famille. Très intéressant. Exactement. Et également, donc dans les besoins, ce que je vous amène à réfléchir également, c'est d'analyser les besoins financiers, les besoins des gens qui arrivent en termes d'acquisition. Parce que des fois, l'acquisition, on peut voir dans les expériences qu'on vit, très souvent, il y a des gens qui vont acheter l'entreprise ou vous allez acheter une entreprise puis vous allez garder des personnes clés comme actionnaires. Donc, ça également, c'est des mix qu'on peut voir. Donc, revoyez votre fiscalité pour vous assurer qu'on est à jour à ce niveau-là. La situation qui est à regarder, c'est évidemment de réaliser vos budgets de caisse, de regarder vos flux de trésorerie en termes d'acquisition. Encore, tout récemment, je suis en discussion avec un client que lui, ce qu'ils sont en train de revoir, c'est toute la question des liquidités, donc le cash flow. Hein, c'est l'enjeu en termes d'acquisition. Donc, ce client-là, évidemment, dans votre domaine, est en mode acquisition, il est en train d'acquérir d'autres concurrents, mais évidemment, il doit suivre. Là, ce qu'il regarde, c'est toute la question du cash flow, les liquidités. Parce que quand on fait des acquisitions, on va se servir beaucoup de notre liquidité d'opération, mais il ne faut pas que je vienne nuire également à mes opérations puis à mon plan de croissance à l'intérieur. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est évidemment de revoir votre plan de faisabilité financière, regarder votre cash flow au moins pour les 12 prochains mois pour vous assurer que vous ne mettez pas un enjeu sur la pérennité de l'entreprise, qu'on n'arrive pas à mettre trop de pression financière en termes de liquidité à ce niveau-là. Donc, assurez-vous de revoir les éléments. Un cash flow est encore plus important, surtout en période de pandémie. Évidemment, vous l'avez vécu avec des ruptures de stock, des difficultés en termes d'approvisionnement, des surplus d'inventaire dans certains cas. On a des clients qui ont acheté de façon importante de manière à dire on va prévoir les autres ruptures qui peuvent arriver ou on ne se le souhaite pas. Donc, regardez également vos liquidités pour vous assurer, évidemment, de regarder vos partenaires financiers, d'avoir un coussin flexible à ce niveau-là pour pouvoir vous accompagner à ce niveau-là. Ceci nous amène également à revoir tout votre positionnement en termes de stratégie de financement. Donc, évidemment, quand on est en mode acquisition, bien, le mode acquisition égale j'ai besoin d'argent. Et souvent, les sources de fonds, mais ils viennent d'où? Donc, souvent, ils vont venir évidemment de nos liquidités internes de l'entreprise, nos fonds générés automatiquement. Ils vont venir dans certains cas, évidemment, soit des fois, ça va être de la relève, des fois, ça va être des partenaires. Donc, on voit souvent des entreprises acheter ensemble une autre entreprise en termes de faire un consortium à ce niveau-là. Donc, ça peut venir des sources de fonds différentes. Mais également, il y a différents types de prêteurs. Donc, évidemment, il y a des prêts, évidemment, que vous pouvez aller chercher en financement sur vos actifs. Vos prêts non garantis, souvent ce qu'on va appeler nos prêts basés sur les flux de trésorerie que notre collègue Steve va pouvoir élaborer tantôt. Puis également, revoir votre structure en termes de coût de capital en financement. Il y a un des points qui est important de soulever en termes de structure de financement, c'est de dire, bien, jusqu'où on est prêt à faire des acquisitions. Puis dans mon exemple que je parlais tantôt avec un de mes clients,
il est en mode acquisition, puis on est en train d'en venir à la réflexion que probablement que les prochaines, il va être obligé de se diluer en termes de capital parce que sa structure de financement en termes de dette est rendue trop forte en termes de pression de liquidité. Donc, pour, évidemment, diminuer notre pression en termes de dette, ben l'entreprise en question va céder un pourcentage de son capital d'action dans le cadre de ses fusions et ses acquisitions, de manière, évidemment, à répartir et alléger, évidemment, son capital d'action, sa dette, de manière à avoir plus de liquidité, plus de fonds de roulement à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un élément. Négligez pas, flux de trésorerie étant la clé du succès au niveau des entreprises. Je sais que j'ai fait rapidement avec le court délai qu'on avait. Si vous me permettez, je pense qu'on a des questions aussi pour vous. Allez-y. On s'est fait demander comment on s'assure de la pérennité de notre entreprise au niveau fiscal. Moi, je vous dirais qu'une des étapes qui est importante en termes fiscaux, c'est surtout de regarder, de mettre à jour votre structure fiscale. Donc, n'ayez pas peur de consulter votre fiscaliste pour revoir votre fiscalité. Évidemment, la fiscalité, elle change régulièrement à tous les budgets fédéral, provincial. On a des changements. On a eu la réforme Morneau en 2019, qui a eu un changement majeur dans la fiscalité canadienne et évidemment québécoise. Mais le plus grand enjeu, je vous dirais, ou la faveur que vous devez vous faire, c'est de revoir votre fiscalité de façon périodique. Donc, souvent, les gens disent, ben, j'ai mis en place une fiducie pour avoir l'exemption de grand capital pour multiplier mon exemption. Mais une fois qu'on l'a mis, on ne le suit pas. Puis je vous dirais, rattachez ça également avec vos besoins, vos volontés en termes d'actionnaire. Donc, vous assurez que ça répond toujours à vos volontés, votre objectif fiscal dans le cadre de vos volontés à vous. Mais revoyez votre planification fiscale, c'est un élément qui est à ne pas négliger. Puis peut-être le petit conseil que j'ajouterais, désolé Audrey, c'est très, très souvent quand on voit des transactions, les gens viennent nous consulter pour une transaction. On est en train de faire une transaction. On est prêt là. J'ai un acheteur ou j'ai un vendeur. Puis là, on dit, ben, OK, ben, optimise la situation. La clé là-dedans, c'est que dans certaines transactions, en termes de loi fiscale, il y a des éléments qui doivent être préparés 24 mois précédant les acquisitions ou des ventes. Donc, la notion de 24 mois est importante. Donc, le petit truc, si vous avez un objectif de faire de la croissance, pour faire des acquisitions ou pour vendre, bien, consultez votre fiscaliste avant pour voir si vous êtes prêt et prenons les devants à ce niveau-là. Ça, ils sont assez matures pour faire... Exact. J'ai une question qui me semble un peu tricky, mais je vous la pose quand même. On s'est fait demander quelle stratégie est la meilleure selon vous pour la croissance? Donc, entre la fusion-acquisition ou une croissance plus organique? Ben, en fait, toutes les réponses sont bonnes. Je vous dirais que, puis encore une fois, pour voir faire beaucoup d'acquisitions, de projets d'acquisition au niveau des entreprises, on voit un mix de tout. Okay? Puis je vous dirais que très souvent, là, c'est une question de l'entrepreneur plus qu'un autre. Parce que avant, on voyait des gens que c'était leur entreprise, c'était leur bébé, de faire une fusion puis d'intégrer d'autres personnes dans l'actionnariat. Parce qu'évidemment, quand on parle de fusion, c'est qu'on joint deux sociétés avec des actionnaires différents, puis on met tout ça dans une société avec les mêmes actionnaires. Ces choses qu'on voit de plus en plus, je vous dirais même, l'élément qu'on voit de plus en plus, c'est des acquisitions, mais souvent, j'ai des gens qui vont quitter, et très souvent, on va parler des cédants, les gens qui n'ont pas de relève, mais on va vouloir mettre des actionnaires, des employés clés comme actionnaires. Donc, la vision qu'on voit de plus en plus, c'est d'intégrer plus rapidement des gens dans l'actionnariat. Très souvent, c'est des employés clés, puis en mode d'acquisition. Puis pourquoi qu'on fait ça? C'est évidemment parce qu'on veut souvent, dans certains cas, s'assurer d'attacher ces personnes clés-là dans le processus. Alors que dans d'autres cas, mon exemple que je parlais tantôt, si j'ai de la difficulté en termes d'équité, c'est-à-dire que j'ai pas assez d'équité, puis je veux quand même faire de l'acquisition puis de la croissance, mais il faut être prêt à s'ouvrir et à diluer notre capital d'action. Mais au-delà de ça, un des conseils qui est important de donner, c'est que si vous n'avez jamais eu d'actionnaire ou de collègues ou d'associés comme actionnaire, il y a tout le côté humain que vous devez valider avant même. Parce que c'est au-delà des chiffres. Il y a des gens qui sont pas capables de dealer à dire, ben, je vais avoir un partner. C'est quoi avoir des partners
en business également. Évidemment, c'est comme un mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc, évidemment, c'est important de définir les règles, les attentes de tous et chacun à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un enjeu qui est important de le regarder. Mais tout le temps, la fiscalité devient secondaire rendu là. C'est notre coffre à outils, mais l'important, c'est quoi l'objectif des entrepreneurs? Parce que deux entrepreneurs ensemble qui s'en vont dans la même direction vont aller plus vite qu'un qui veut y aller tout seul. Mais faut-il qu'ils veulent s'en aller dans la même direction? Je comprends. Donc, il y a vraiment le facteur humain qui doit être pris en considération, en fait. Les fusions-acquisitions sont de plus en plus communs, en fait, dans notre secteur d'activité. Puis, on se demandait si c'est une situation qui est souhaitable sur le long terme. Bien, je pense qu'en termes de souhaitable long terme, quand on parle de consolidation, puis on parle d'optimisation dans les entreprises, c'est sûr qu'on le vit, on le voit, c'est vrai dans votre secteur, c'est vrai dans plusieurs secteurs. En fait, c'est pas juste vrai dans votre secteur. On le voit dans le marché au complet. C'est encore une fois, on parle d'optimisation. On se dit, est-ce qu'on veut se donner les moyens? Est-ce qu'on veut se donner les ressources? Évidemment, plus on est gros, des fois, plus on est capable de déployer des ressources ou optimiser les systèmes. Optimiser quand on parle de virage numérique. Mais évidemment, quand on est tout seul, on peut le faire, mais on va y aller avec les moyens du bord, comme on dirait. À un moment donné, les moyens financiers vont suivre. C'est clair qu'en termes de croissance, je vous dirais que c'est on n'aura pas le choix de se rendre vers là. L'optimisation en termes de toute la gestion du personnel également, la rareté de main-d'œuvre, on ne peut pas faire fi de ça. Donc, ça également aussi, ça nous amène à faire de la croissance. Donc, on n'est pas surpris de ça. C'est un virage qui, à notre avis, va continuer également là, dans les prochaines années, c'est certain. C'est ça, justement, je parlais avec quelqu'un hier qui me disait justement à quel point pour lui c'était important de faire de l'acquisition parce que ça lui donne des ressources supplémentaires en fait de pouvoir justement faire de l'acquisition, donc plusieurs ressources qui touchent absolument tout ce que vous venez de discuter. Là. Donc des fois de rester plus petit, il y a comme plus de risques à pouvoir à être capable de gérer les différents aspects négatifs là, d'être plus petit. Donc, je crois qu'on a terminé pour les questions en ce moment. Je vous remercie. Si jamais on en reçoit d'autres, par contre, qui vous concernent directement, on va vous les poser, à la fin. Donc, on va céder la parole, à notre deuxième invité, M. Steve Morin. Il est directeur senior entreprise à la Banque nationale, qui est aussi partenaire de l'association. Audrey, j'aimerais au départ te remercier de l'introduction. Et de même aussi pour mon collègue père Alain, très apprécié. Et aussi, j'aimerais remercier l'ACMAT et nos téléspectateurs, comme on dirait. J'avais dans la tête de dire auditeurs, mais en réalité, je pense qu'on est tous avec des téléspectateurs. Ou participants, oui, effectivement. En effet. Alors, je vous remercie à tous de prendre 1 heure de votre temps pour, évidemment, venir écouter ce qu'on peut vous apporter en fait d'informations. Alors, je pense qu'on veut vous remercier du 1 heure de votre temps que vous prenez. C'est surtout pour les entrepreneurs qui sont, on le sait, hein, Alain, sont très, très occupés, beaucoup d'entre eux. Alors, c'est quand même quelque chose. Alors, au départ, moi, j'aimerais vous indiquer tout simplement dans mon introduction, en vous donnant quelques faits saillants du marché des quincailleries. Et ça, malgré la situation pandémique qu'on vient de vivre pendant presque 2 ans. Alors, on constate dans le secteur de la CNAC, au niveau de la quincaillerie, donc les centres de rénovation et les quincailleries, on voit qu'il y a une rentabilité d'environ 75 du côté des centres de rénovation en moyenne et 77 au niveau des quincailleries. Du côté des marges de brut, on parle au niveau des centres de rénovation, puis ça représente environ 30 de leurs revenus. Et au niveau de la main-d'œuvre, ça représente environ 16 des coûts d'exploitation. Du côté de la quincaillerie, on parle de marge brute qui représente environ 35 des revenus. Et au niveau du coût de la main-d'œuvre, ça représente environ 16 des frais d'exploitation totale. Les achats, le matériel et les sous-traitances, ça représente environ 69 des frais d'exploitation. Donc, ce que j'aimerais taper sur le petit coup ici qu'Alain mentionnait tantôt, le cash flow, là, très important. Surtout dans votre secteur, on parle ici en moyenne de 69 des frais d'exploitation pour l'achat de matériel de sous-traitance. Donc, il y a beaucoup de quoi à travailler là, et surtout avec un expert, exemple comme Alain, au niveau de la comptabilité, qui peut vous conseiller ce qui. Au
Au niveau de la quincaillerie, on parle évidemment autour de 65% d'exploitation en cas d'achat matériel. Alors, Audrey, du côté, évidemment, des tendances actuelles du secteur, en général, malgré la pandémie, on constate que les ventes ont progressé au Québec entre 2019 à 2020. Et on parle d'environ de 4,6 milliards à 5,2 milliards. Donc, on parle d'une augmentation quand même de 12%. Et on parle évidemment dans la période là, où parce que le domaine de la quincaillerie, c'est quand même saisonnier. Donc, on parle vraiment dans la période là, de saisonnière la plus importante où il y a eu cette augmentation-là. Donc, c'était quand même au cours de la pandémie. Donc, on se rend compte que les gens qui étaient enfermés chez eux, ben, ils faisaient beaucoup de rénovations et beaucoup de travaux. Alors, c'est une des bonnes raisons. Donc, la rénovation domiciliaire est demeurée très forte et même en pleine effervescence. Une autre des raisons des tendances actuelles qui a fait que la progression des ventes a augmenté, c'est la hausse des ventes de maisons neuves. Je peux même vous le dire, dans mon cas présent, j'ai acheté une propriété il y a à peine 2 ans dans un secteur qui est détenu par un gros constructeur. Et tout était vendu à l'intérieur de quelques mois pour les dernières phases qui restaient à compléter. Incroyable. Et ensuite, évidemment, votre secteur, une grosse tendance qui a aussi fait de l'augmentation des constructions neuves d'immeubles multirésidentiels, qui, selon nous, les banquiers, va demeurer quand même en très bonne hausse, compte tenu des taux locatifs vacants qui sont très bas. Et on a eu un aspect qui est très important à noter. Beaucoup d'immigrants n'ont pas rentré autant. Donc, on a eu un nombre d'immigrants qui est beaucoup moins que rentré sur le marché des ventes du Québec. Donc, on s'attend encore là à une forte progression de ce côté-là. Donc, ce qui est favorable, évidemment, pour la quincaillerie de ce côté-là au niveau. Maintenant, la raison qui est au cœur de notre débat, pour vous, un entrepreneur, le besoin de coût. Évidemment, on a un petit peu effleuré ce sujet tantôt avec la question d'un des participants, c'est comment. Alors, c'est au niveau de stratégie de croissance, évidemment. On parle ici de soit une croissance interne ou organique, ou encore au niveau de fusion ou d'acquisition. Évidemment, ça se fait par différentes stratégies. Et normalement, dans le marché qu'on constate aujourd'hui, et je rentre un peu avec le lien qu'Alain mentionnait un peu plus tôt, aujourd'hui, ce que nous, on constate davantage, c'est qu'il y a beaucoup maintenant une combinaison de ces stratégies-là. Alors, autrement dit, tu peux avoir une croissance que tu vas faire interne en même temps que tu vas appliquer, évidemment, une stratégie d'acquisition, continuer à progresser dans ta croissance. Alors, ce n'est pas une stratégie qui est plus meilleure que l'autre, c'est une combinaison de toutes ces stratégies-là qui va faire en sorte, évidemment, que vous allez pouvoir atteindre une croissance, qui est quand même très importante dans la réalité des entrepreneurs d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on constate au niveau de la croissance interne, ce sont les stratégies de base qu'on utilise normalement, on parle de l'augmentation des parts de marché. Donc, si on va en augmentation de parts de marché, évidemment, vous savez, vous pouvez augmenter vos affaires soit de mise en marché ou ajuster vos prix afin de vendre plus de vos produits actuels que vous détenez dans un marché qui est plus large. Ensuite, on parle d'aller acquérir de nouveaux marchés, évidemment toujours en utilisant vos propres produits. Et puis, vous voulez faire en sorte que soit vous dirigez vers une autre ville ou encore vous dirigez avec un plus grand périmètre, ou je dirais territoire géographique, soit en province ou encore au niveau, je dirais, fédéral. Ensuite, au niveau de stratégie de croissance économique, évidemment, il y a la diversification qui est une stratégie en soi. Vous devez soit créer de nouveaux produits, donc ça peut être de changer la couleur de l'emballage, changer certaines choses par rapport au produit qui vont vous mettre en valeur pour être capable de vendre davantage. Et évidemment, ensuite de ça, on parle de repositionnement et d'efficacité. Donc, ici, on parle d'une stratégie qui regarde plutôt à cibler une croissance par rapport aux marges de profit qu'on a versus nos produits. Donc, on essaie d'être plus efficace par rapport à ça. Du côté de la fusion d'acquisition en tant que stratégie de croissance, évidemment, on en parlait un petit peu plus tôt, la plus commune, on parle d'acquisition, donc soit d'achat d'autres entreprises, achat d'une entreprise, ou encore achat d'actifs.
Il peut y avoir aussi l'achat d'une franchise ou encore se franchiser, donc le franchisage d'entreprise, ce qui est souvent commun en votre domaine. Et finalement, il peut y avoir aussi le partenariat stratégique, donc soit fusionner avec une ou plusieurs entreprises. Et moi, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, souvent maintenant, ce qu'on va rencontrer avec notre clientèle, c'est une combinaison des deux. Donc, les clients vont viser des fois à augmenter leur part de marché en allant essayer d'attaquer un marché qui est proche de eux, tout en regardant en même temps pour acheter un concurrent. Donc, on essaie de se positionner de différentes façons au niveau de l'échelle. Alors, du côté, si on veut vraiment se sentir, pour répondre à la question d'Audrey plus tôt, qu'elle mentionnait par rapport à un des participants qu'elle a mentionné, si on veut faire vraiment une comparaison entre les deux stratégies, encore là, les réponses, tant qu'à moi, sont toutes bonnes, je suis un peu d'avis comme Alain. Moi, je voudrais, si on veut vraiment faire une comparaison de base entre la croissance interne et la fusion d'acquisition, si on regarde ça rapidement, quand on est en stratégie de croissance interne, si on recherche, en fond, une stratégie de croissance avec un rythme beaucoup plus lent, normalement. Et ensuite, on veut se faciliter au niveau du contrôle, de la façon qu'on va mettre en place notre stratégie. Ensuite, ça ne nécessite pas nécessairement tout le temps beaucoup d'argent au départ ou de capitaux. Si on compare, exemple, en fusion ou en acquisition, souvent on va avoir besoin davantage de mise de fonds pour pouvoir acheter soit l'actif ou l'entreprise ou aller chercher d'autres partenaires pour nous accompagner. Alors, ça, je vous dirais, c'est une différence entre les deux. Cependant, noter pour la croissance interne, évidemment, il faut noter aussi que si on est pour lancer des nouveaux produits ou une nouvelle gamme de produits, parfois, ça peut être très coûteux au niveau de la recherche et développement ou autres aspects pour mettre en branle ces stratégies. Des avantages, évidemment, de mettre en place une stratégie de croissance, et bien évidemment, c'est en premier facteur, c'est parce qu'on veut améliorer notre productivité et notre efficacité en entreprise. Deux, on veut se faciliter dans notre croissance. Trois, on veut hausser notre compétitivité. Donc, on veut passer à un autre niveau par rapport à nos compétiteurs. 4, on veut se démarquer au niveau de notre innovation. 5, on veut vraiment s'unir et se solidifier davantage. Et surtout, présentement, au niveau de trouver des employés, c'est quand même pas le temps facile. Alors, ce que mentionnait mon collègue un peu plus tôt, Alain, évidemment, si on veut solidifier nos équipes, si on implique des employés clés, et on implique des employés clés parfois aussi d'une autre entreprise à laquelle on veut acquérir ou qu'on veut fusionner, ça fait en sorte que ça peut créer un melting pot qui est très, très, très intéressant. Et aussi, je vous dirais, au niveau des stratégies de croissance, il faut aussi en même temps se permettre le temps de prendre un peu un recul lorsqu'on veut la mettre. Alors, une question qu'on a souvent de la part, je vous dirais, des entrepreneurs, c'est dois-je repenser ou penser à mes stratégies ou à rechanger mes stratégies de croissance? Souvent, les entrepreneurs se demandent est-ce que je dois revoir mes stratégies de croissance? Bien oui, vous devez les revoir, surtout si la situation économique a changé. Alors, il faut s'adapter à la situation économique et il faut faire en sorte d'être capable de toujours être en avant de la game et de voir de façon, je vous dirais, optimale comment est-ce que vous pouvez optimiser votre croissance et comment est-ce que vous pouvez faire en sorte d'être capable d'être concurrentiel et de battre la concurrence et de progresser au niveau de votre croissance. Et je peux vous dire, les banquiers, on adore ça. D'ailleurs, des entreprises qui évoluent beaucoup avec leur plan de marche, ça nous permet avec eux de les accompagner davantage au niveau de leur projet. Puis, je vous dirais 3 points à regarder là, au niveau de votre stratégie de croissance que je vais permettre un point de réflexion. C'est-à-dire, regardez toujours à réviser vos stratégies d'acquisition. Et puis vos stratégies de fidélisation envers votre clientèle, très important. Et les stratégies de trafic, je vous dirais aussi au niveau, surtout au niveau des quincailleries, tout ça, au niveau de la fidélisation de la clientèle qui est en lien avec ça. Donc, évaluer vraiment le volume. Je dirais que c'est important. Donc, on passe à la période des questions. Vous avez dit que dans la situation, quand la situation économique, elle change, on doit revoir en fait nos stratégies. Prenons par exemple, durant la pandémie, si je n'ai pas eu le temps justement de changer, est-ce que c'est trop tard? Puis si ce n'est pas, je commence par quoi?
je ne sais pas, Alain, si tu vas aller en premier ou continuer souvent. Ben, tu vas aller au jeu du hasard. Est-ce que tu as un point à porter au départ? Ben, en fait, je pense qu'on revient encore une fois à la question du cash flow. Puis moi, je pense qu'un des petits conseils qu'on peut donner là-dedans, très souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens disent, ben, je veux faire des acquisitions, je veux innover, je veux faire ma croissance, mais je ne suis pas prêt, je ne sais pas comment. N'ayez pas peur de consulter vos partenaires financiers, votre banquier, votre comptable pour dire, voici ce que je veux faire. Parce que très souvent, les gens disent, ben, je ne sais pas par où commencer. C'est quoi qu'il faut que je fasse pour me rendre avec mon plan? Fait que quand on parlait de plan, bien évidemment, c'est là qu'évidemment, faut embarquer et le faire concret. Les gens ne savent juste pas comment. Puis, Steve en a parlé. Il existe plein de produits financiers sur le marché à différents niveaux qui peuvent aider. Fait que souvent, on pense ou on sous-estime la capacité qu'on peut faire. Très souvent, c'est arrivé des gens qui sont venus me voir et ont dit, ben, ah ouais, je peux faire ça. Je ne pensais même pas que j'aurais été capable. Es-tu certain que ça va fonctionner? On rassemble les bons partenaires financiers autour de la table. Puis évidemment, il y a des partenaires pour le faire. Mais on revient souvent à la question de notre cash flow, notre liquidité, puis notre gouvernance, c'est-à-dire c'est qui nos entrepreneurs. Puis tu sais ce que Steve, puis on en a parlé, de rattacher des personnes clés, des employés clés, c'est la tendance. Puis on n'a pas le choix. Puis c'est aussi la nouvelle génération. Les gens veulent se sentir actionnaires, veulent se sentir intégrés dans la prise de décision. Donc ça, c'est à ne pas sous-estimer puis à ne pas prendre à la légère. Oui, j'ajouterais au point d'Alain aussi, cette façon-là aussi, ça rassure vos banquiers aussi qu'il y a une relève qui va prendre la place aussi. Souvent, ce qu'on va voir dans des situations de fusion d'acquisition, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a un acquis en capitaux qui va progresser parce qu'il est rendu à un autre niveau, mais en incluant ses employés ou d'autres employés clés au niveau de l'organisation, ça lui permet aussi en même temps d'avoir une relève et de rassurer ses banquiers par rapport il y a d'autres gens qui peuvent s'impliquer, qui peuvent stepper up, comme on dit en anglais, qui peuvent embarquer et prendre la relève de l'entreprise. Alors ça devient plus intéressant dans cet aspect-là. Parfait. Je vais juste revenir. Tantôt, on a parlé de stratégie de trafic. Je ne suis pas certaine de vraiment comprendre. Est-ce que vous avez comme des exemples concrets à nous partager? Oui, évidemment. Je vais un petit peu plus la spécifier. C'est moi un peu là, avec le petit stress de la présentation, là, ça m'a échappé. Quand on parle de stratégie de trafic, c'est une forte présence sur les médias sociaux. Ça peut générer beaucoup de trafic sur les sites de votre entreprise. Donc, c'est de montrer que vous êtes davantage dans le marché pour montrer que vous êtes présent. Et ça peut faire en sorte de vous donner beaucoup plus d'attraction pour votre client. Dans le fond, vous avez parlé de médias sociaux, mais ce que je comprends, c'est d'avoir un bon plan, peut-être marketing, justement, pour pouvoir... Absolument. Trafic, qui comprend, bien sûr, les réseaux sociaux. Parfait. Peut-être, Audrey, si tu me permets, je ramènerai un exemple peut-être plus concret pour l'audience au niveau de... Tu sais, quand on parle de si j'ai pas fait de l'automatisation, des fois, on parle d'acquisition, on parle de croissance, on parle d'éléments, mais on va vous donner un exemple concret. Un détaillant qui s'est tout... Il a changé son système comptable, son système d'approvisionnement, etc. Au bout de tout ça, avec la rareté de main-d'œuvre, oui, il y a un coût d'investissement en technologie. Mais le coût d'investissement, bien qu'il était important, nous a permis d'avoir une personne en termes de main-d'œuvre de moins dans notre opération parce que notre technologie nous permettait de sauver en termes de ressources humaines. Fait que oui, souvent, les gens disent hey, ça va me coûter un peu plus cher en investissement, il coûte cher ce système-là. Mais peut-être s'il me coûte 50 000, mais je sauve un salaire de 50 000, à titre d'exemple, ben la première année, je suis nul en termes de résultats, mais les années suivantes, je suis en train de faire de l'accroissement de bénéfices directement dans le bénéfice. Donc, des fois, on parle d'acquisition, puis on dit, ben, je suis obligé d'aller acquérir ailleurs, ou je suis capable d'optimiser avec ce qu'on a là. Sous-estimez pas. Donc, il est encore temps de changer, même si, évidemment, on est rendu là. Donc, puis, quand on parle de virage technologique, c'est pour ça qu'on dit, prenez le temps d'analyser c'est à quel niveau. Les gens, souvent, vont penser à un virage technologique de dire, ben, moi, je fais-tu des ventes en ligne ou pas des ventes en ligne? Le virage technologique va plus loin que les ventes en ligne. Ça va dans l'intelligence d'affaires, ça va dans la stratégie, justement, de trafic en médias sociaux. Ça va dans les stratégies d'automatisation de nos processus.
d'optimisation sur notre plancher, de nos ventes au pied carré, en fonction de nos marges brutes. Donc, évidemment, c'est des commerces qui ont des niveaux de revenus importants. Souvent, c'est des petites transactions, mais à des gros volumes, qui font en sorte que quand on tweak 1% ou 2% de plus, bien évidemment, ça tombe directement dans le bottom line, dans le bénéfice. Donc, sous-estimez pas ce volet-là. C'est un élément qui est très important. En fait, moi, ce qui m'avait vraiment surpris, on revient à, je pense, à votre première, à une des premières diapositives qu'on a exposées. Le fait, je pense que ça fait 74% des entreprises qui ne sont pas matures, venez parler de technologie, de virage technologique. Si je ne me trompe pas, c'est 76%. C'est ça, c'est quand même énorme, là. Exactement. C'est énorme. C'est énorme, évidemment. Puis c'est pour ça que je dis qu'on le voit de plus en plus. Puis les gens le réalisent. Puis très souvent, les gens le réalisent parce qu'ils commencent à regarder leurs concurrents. Ils commencent à parler à leurs collègues ou leurs amis entrepreneurs, puis ils disent « Moi, j'ai fait tel virage, j'ai amené ça. » Puis ils réalisent les résultats. Puis très souvent, ils se disent « Ben, hey, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? As-tu vu ce que j'ai perdu? » Donc, très souvent, on va le voir, ces éléments-là. Puis tu sais, sous-estimez pas tous ces virages-là, ces transformations numériques-là. Il y a des programmes qui existent par le gouvernement également pour subventionner certaines analyses du processus. Évidemment, les banquiers aident également dans le financement de ces virages-là. Donc, il y a du financement disponible. Donc, il faut le voir. Très souvent, les commentaires que j'ai des gens, quand ils viennent nous voir avec ces volets-là, ils disent « Ouf, ça coûte de l'argent. Puis, j'ai-tu vraiment cet argent-là investi vers ça? » Mais il faut s'ouvrir à ça, il faut voir au résultat. Il faut penser plus loin dans notre vision. Puis le banquier va s'occuper, lui, de notre cash flow pour s'assurer de financer notre solution. Il existe des programmes également du gouvernement très souvent pour subventionner également les analyses, l'optimisation de ces processus-là. Donc, c'est des outils qui sont importants d'aller chercher, là. Super. Donc, j'ai plusieurs questions qui rentrent et il y en a deux qui sont vraiment très pertinentes avec ce que vous venez de dire. Donc, elle est dirigée vers vous deux, donc sentez-vous libre justement de répondre. Il est demandé comment trouver sa taille idéale, étant entendu que chaque organisation, comme chaque individu, peut être victime du syndrome de Peter, c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir trop tard qu'on a dépassé nos capacités, ce qui peut être aussi grave que de se sous-estimer, en fait. C'est là qu'un plan stratégique est important. Je dirais, la grosse clé, elle est là. Souvent, les entrepreneurs, c'est un peu ce qu'Alain essaie de dire tantôt, souvent les entrepreneurs attendent à la dernière minute parce qu'ils sont tellement préoccupés par leur bébé, comme on disait un peu plus tôt, qu'ils oublient des fois de revoir leur stratégie, de se réasseoir et de réfléchir à faire comment je pourrais emmener mon bébé un peu plus loin, au lieu d'attendre à ce que la compétition lui rentre dedans. Souvent, ce qui va se produire des fois, c'est que justement la compétition rentre dedans, et là, le client réagit et est en défensive. Ben là, c'est là que parfois, la performance n'aura pas été peut-être au bon timing pour aller justement en mode acquisition ou en mode fusion. Alors ça, c'est important à ce moment-là, comme Alain expliquait. L'entrepreneur doit envisager d'avance les coûts un peu, doit prévoir, bon, je vois comment la compétition est en train d'arriver sur mon marché. Je vois que je suis encore très rentable, très compétitif. Cependant, il faut que j'investisse dans mon entreprise pour l'amener à un autre niveau. Et c'est ça qui va faire que l'entreprise va progresser. Bon, à quel niveau de taille? Ça va dépendre évidemment de la personne même ou des personnes impliquées au niveau de l'actionnariat de l'entreprise. C'est difficile d'évaluer la part parce que des fois, des gens vont arriver à un certain niveau de taille et pour eux, ils vont être satisfaits avec ça. Mais ils vont quand même avoir des stratégies de croissance pour simplement, autrement dit, demeurer dans une phase de maturité. Alors que si on a des dirigeants qu'eux, ils veulent demeurer dans la phase croissance, on est dans un autre niveau. Alors là, la taille peut grossir beaucoup plus rapidement. Et en complément à ça, tu as totalement raison. N'ayez pas peur de vous faire accompagner par des experts externes, de vous faire challenger également. Donc, si vous n'avez pas de partenaire d'affaires, n'ayez pas peur d'aller chercher vos banquiers, vos comptables, d'autres partenaires en planification stratégique pour vous challenger à vous amener peut-être à un autre niveau. Donc là, souvent, là, c'est un élément qui est clé.
d'aller chercher des partenaires qui sont business, qui sont capables de vous faire réfléchir à un autre niveau, de sortir de notre boîte, parce que, comme Steve a dit, on est souvent pris dans les opérations. Beaucoup, Alain, puis même, je dirais de plus à ajouter avec les points que tu mentionnes là, hein, il faut toujours thinker out of the box. Ouais. C'est ça qui est vraiment la survie de la game, d'être capable de passer au travers de différentes épreuves et d'être préparé aussi avec des épreuves qui peuvent se passer, comme exemple la pandémie. Là, comme j'ai présenté un petit peu plus tôt, avec les statistiques, au niveau de la majorité des centres de quincaillerie, il y a une question que tu as eue dans l'une des participantes qui a posé la question, 75-77 %. Il faut s'entendre, la participante, c'est que le 75% de rentabilité, je ne parle pas d'une marge, mais je parle plutôt du nombre de magasins. En général, 75% des centres de rénovation au Québec sont rentables. Et 77% des quincailleries sont rentables. Alors, c'est dans ce sens-là que je voudrais répondre à la participante. Mais je vous dirais, il faut envisager ça. Il ne faut pas avoir peur de chambouler. Puis, le point là, que je vais taper sur le clou, c'est ça que je ne vais pas clôturer sur ce point-là d'Alain. Oui, les partenaires, puis impliquez vos partenaires ensemble. Impliquez-la. Mettez pas le comptable à part, puis le banquier à part, ou un contre l'autre. Non, impliquez-la ensemble. Quand on travaille en équipe, ça change tout. Moi, je vous le dis, on passe d'une transaction parfois qui va être complexe à la ramener très simple. Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions entre les spécialistes. Parfois, ce qu'on rencontre souvent avec des entrepreneurs, ils ont peur de divulguer l'information. C'est comme s'ils veulent garder des choses un peu plus confidentielles. Je comprends, c'est une décision personnelle. Sauf que si vous n'impliquez pas vos deux partenaires à communiquer l'information rapidement entre eux, à se mettre ensemble pour pouvoir faire une stratégie, un plan commun ensemble, ben, ça va être difficile à vous aider dans votre plan. Et donc, juste pour revenir, donc, c'est d'être bien préparé pour trouver sa taille idéale et de s'entourer d'un task force de plusieurs différents experts, services pour justement élaborer un plan. Et il y a toujours le facteur humain aussi à prendre en considération lorsque on décide de fusionner justement avec une autre entreprise. J'ai une autre question, c'est dirigé vers Alain. J'aimerais avoir votre opinion concernant le manque de main-d'œuvre et la pression à la hausse que ça amène sur la masse salariale. Oui, mais c'est un excellent point, puis en fait, une excellente question. C'est un enjeu, évidemment, que toutes les entreprises vivent dans la dernière année, les derniers mois. Beaucoup de pression sur l'augmentation de la masse salariale, l'augmentation du salaire minimum, évidemment, qui a impacté les derniers mois, qui s'en vient encore au mois de mai prochain. La clé là-dedans, tantôt on parlait des prévisions financières, de savoir s'adapter également sur nos prix de détail. Est-ce que nos prix de détail sont à jour? Parce qu'évidemment, comme vous savez, vous êtes des business qu'on fait de l'argent sur du volume. Steve, tantôt, parlait de marge brute. On parlait de marge brute sur la main-d'œuvre. Si j'augmente pas mon prix de détail, ben mon coût de main-d'œuvre va peut-être passer de 16 % à 20 % tantôt. Mais 1, 2, 3, 4 % dans des volumes importants, évidemment, ça va se refléter directement dans le bottom line. Et puis ça, c'est un élément qui est important. Puis quand on parlait de s'assurer de faire votre modèle de prévision financière, bien, si vous n'adaptez pas votre prix de détail sur le plancher, vous ne revoyez pas votre stratégie de main-d'œuvre en termes d'augmenter, parce que tout le monde n'a pas le choix d'augmenter les salaires. C'est vrai dans tous les secteurs. Ça se reflète dans l'IPC. Ça se reflète dans différents marchés. Fait, c'est important de le suivre parce que si vous ne le faites pas de façon en mode planification prospective, vous allez arriver à votre fin d'année, votre comptable va vous annoncer des nouvelles peut-être pas bonnes, ou peut-être vous ne rendrez pas avec le meeting au comptable, puis vous allez appeler le banquier, puis le banquier va vous appeler pour vous dire votre marge est à côté, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, bien évidemment, le cash flow, c'est des cycles. Donc, le temps de ressortir la tête de l'eau, c'est important. Donc, n'ayez pas peur. Les hausses de main-d'œuvre, je pense que tout le monde le vit. On le vit dans tous les secteurs, mais adaptez-vous. C'est là qu'on dit de la stratégie numérique. Ben, dans un autre client, comme je vous parlais, on a réussi à diminuer notre coût de main-d'œuvre par de l'innovation numérique, cette stratégie informatique. On ne remplace pas des humains, puis on dit, mais ces humains-là, la rareté de main-d'œuvre, je ne suis pas en train de tasser du monde pour mettre des machines. Ce monde-là, je vais les utiliser à d'autres choses.
où j'en ai besoin en termes de ressources. Ça peut être aussi simple qu'un service de paye, hein, Alain? Exact. Si on passe à un exemple numérique qui est très simple, tu sais, des cartes à punch, là, c'est bien. Moi, j'ai déjà connu ça à mon époque comme étudiant, mais on est rendu ailleurs aujourd'hui. Donc, si vous voulez être plus efficient et efficace, évidemment, moi, je vous conseille d'investir au niveau numérique pour faire en sorte que vous allez pouvoir utiliser les logiciels que votre banque avec laquelle ça fonctionne. Alors, à ce moment-là, ça va vous faciliter au niveau des services de paie. Alors, c'est un coup, vous allez pouvoir sauver parce que, évidemment, nous, les institutions financières en général ont des ententes avec des plateformes logicielles qui sont spécialisées dans les services de paie qui permettent énormément de sauver des coûts. Alors, il faut regarder ça dans des exemples très simples et concrets. Mais c'est un très bon point, Steve, cet exemple-là qui est concret parce que dans un autre détaillant, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a la mise en place d'un système de punch numérique où les horaires sont gérés, où on est capable de gérer les 15 minutes. Parce que vous savez, souvent, nos étudiants, nos temps partiels, quand ils finissent à telle heure, ça finit un petit peu plus tard, mais sauver des petits 15 minutes, fois le nombre d'employés, fois le nombre de jours par année, fois le dollar, mais évidemment, c'est du bottom line direct, puis vous automatisez votre processus au complet. On est d'accord avec vous. En fait, moi, je suis d'accord avec vous au niveau justement de la CMAT, j'en parlerai dans peu de temps, par rapport à ces facilités. Des fois, la vie avec l'aide de la technologie, c'est des petites actions simples, mais qui ont un très grand impact et qui peut effectivement venir vous sauver dans vos coûts pour finalement faire plus de profit. Parce que le temps file. C'est une question qui concerne tous les deux. J'aurais besoin de me faire expliquer ce que vous voulez dire par une rentabilité de 70 à 75 70 de quoi? Et croyez-vous en la capacité d'une entreprise de rester à une seule succursale sans voir une croissance par acquisition? Donc, c'est comme une question en deux temps. Ouais, comme je l'expliquais un petit peu tantôt, j'ai répondu un peu à la participante. C'est relié avec une de mes slides. Donc, c'était relié au niveau des pourcentages que j'ai mis de rentabilité au cours de la dernière année avec la pandémie. C'est que c'est pas une rentabilité nette, là. C'est pas 70% de marge nette. C'est vraiment un chiffre statistique sur le nombre de centres de rénovation et de quincailleries qui sont rentables actuellement. Donc, il faut faire la différence. Et du côté de la question qu'elle pose, croyez-vous la capacité d'une entreprise de rester à une seule succursale sans avoir une croissance par acquisition? Ben, je ne dis pas que je ne crois pas, mais à long terme, si on regarde le marché, comment il se consolide de plus en plus davantage, c'est au niveau de la compétition. Comment vous allez être capable d'être compétitif versus vos propres compétiteurs qui sont à côté de vous? On ne parle pas de loin, là. Surtout dans le domaine des centres de rénovation à quincaillerie, souvent, c'est très proche. Là. Je fais un Google Maps exemple de votre commerce, puis je regarde les centres de rénovation qui sont les plus près et qui peuvent vendre en ligne aussi en même temps, qui donnent un accompagnement pour ça. Moi, personnellement, je peux vous donner un exemple. J'ai acheté un gazebo il n'y a pas longtemps, et puis je l'ai acheté directement en ligne. J'avais une bonne relation, évidemment, avec mon quincailler, je l'ai appelé, mais tu regardes, actuellement, j'en ai plus sur le plancher, mais tu peux t'en procurer en ligne. Donc, c'est là qu'on parle avec le numérique, ça devient important. Donc, si tu restes seul, je ne sais pas, à long terme, je trouve que ça va être difficile pour la pérennité. Honnêtement. Je vais laisser Alain dérouler sur ce point-là. Est-ce que j'allais demander si c'était une opinion partagée aussi? Ben, oui, je suis d'avis. Puis, tu sais, on vient encore à c'est quoi notre volonté. Tu sais, il y en a peut-être qui vont être heureux à rester seuls, puis rester à une succursale, puis pas avoir de partenaire ou d'actionnaire. Puis peut-être que vous êtes heureux là-dedans. Puis si vous êtes heureux, c'est correct aussi. Mais il va falloir savoir innover parce que c'est sûr que votre croissance, vous allez être limité. Ça, c'est garanti que, une fois que vous allez avoir optimisé tout ce que vous allez pouvoir plus à l'intérieur, ben vous allez être à un moment donné capé en termes de croissance. Vous ne serez pas capable d'aller plus loin. Et en financement, ça devient plus complexe aussi. Il faut comprendre si vous avez des besoins futurs pour votre magasin et que, évidemment, vous ne faites pas de croissance, vous êtes plutôt dans une phase de maturité, donc vous êtes plutôt dans une stagnation.
ben, à ce moment-là, d'arriver avec des projections, exemple d'Alain, ça va être difficile pour lui de justifier des projections très positives là, ou optimistes dans le temps. Là. Et là, d'avoir à demander à une banque de venir partenaire dans votre projet, ça risque d'être peut-être compliqué. Parce qu'il faut comprendre que si vous voulez avoir les banques comme partenaires dans les projets, il faut que vous soyez en mode croissance. Les banques recherchent du cash flow en croissance. Et recherchent en même temps avec ça des actifs en garantie. Malheureusement, je n'ai pas été dans les slides pour expliquer les financements par rapport aux différentes stratégies de croissance, là. Mais les gens peuvent communiquer avec moi. Là. Effectivement, on va faire ça. J'ai une dernière question, si on a le temps de vous répondre rapidement, parce que le temps file vraiment. Il est 15h moins 3. La question est pour Alain. Lorsqu'on prend le virage numérique, il faut réagir très rapidement aux commentaires sur le web. Vous avez parlé de médias sociaux tantôt. Pensez-vous qu'il faut avoir une personne dédiée au numérique? Bien, c'est clair que dès que... Le numérique, c'est comme si vous avez un autre petit commerce. Hein? Fait que si vous avez un commerce, vous n'avez pas personne pour servir vos clients ou pour comme caissière pour faire votre vente, bien, vous n'irez pas nulle part. Fait que, évidemment, encore une fois, si vous faites votre virage numérique, une stratégie numérique sur les réseaux sociaux, bien, assurez-vous d'avoir une stratégie pour être capable, de répondre à vos clients, d'avoir la bonne offre de produits et services à vos clients également, mais être capable de les gérer, puis gérer les réseaux sociaux aussi, parce que gérer les réseaux sociaux, ça demeure également que c'est pas tout le monde qui a la facilité et la compétence pour le faire. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de vous faire accompagner. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, dans les médias sociaux. Donc, n'ayez pas peur de vous faire accompagner là-dedans. Si vous déployez des systèmes en vente en ligne, bien, assurez-vous que votre système est intégré de manière à répondre à vos clients rapidement. Parce que quand on parle de réseaux sociaux ou qu'on parle de vente en ligne, on parle d'éléments instantanés ou quasi instantanés. Hein? On ne magasine pas en ligne puis attendre une réponse dans 2 heures. Non, on veut de quoi là? On est dans l'ère du maintenant. On veut tout de suite. Donc oui, effectivement, il vous faut quelqu'un qui est consacré à ce... Traitez-les comme un département, traitez-les comme un secteur d'activité que vous devez gérer. Le webinaire prend fin bientôt. Aujourd'hui, on a touché, je dirais, à la pointe de l'iceberg. En fait, l'ACMAT reçoit un nombre considérable de demandes d'accompagnement auprès de ses membres qui veulent agrandir, acheter, vendre leur entreprise. D'autres qui sont pris avec des enjeux au niveau de la relève. C'est ce qui nous a amené, en fait, avec plusieurs partenaires, de créer, d'offrir des nouveaux services aux membres. Au courant de l'année 2022, encore une fois, c'est avec fierté et enthousiasme que je serai aux commandes de cela. Je remercie nos 2 experts invités, M. Alain Tremblay et M. Steve Morin, respectivement, de Raymond Chabot, Grant Thornton et de la Banque nationale. La vidéo de l'événement sera disponible pour revoir au webinaire. On remercie aussi tous les gens qui ont participé, qui étaient présents. Notre prochain rendez-vous, c'est dès la semaine prochaine, en fait, le mercredi 1er décembre, de 14h à 15h, et ça portera justement sur un point qu'on a effleuré aujourd'hui, la relève entrepreneuriale en quincaillerie, un enjeu sociétal. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.